L'économie le max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au sommaire de cette édition, moins de 2 minutes pour ruiner une économie déjà fragile. En parallèle du drame, 3700 morts, le séisme qui a dévasté le Népal pourrait bien mettre à genoux l'activité. Des dommages irréparables, notamment pour l'archéologie, le tourisme. De quels outils dispose Katmandou pour espérer se relever? Tal Reshef sera avec nous. Et puis consommer Made in Syria, c'est ce que propose une foire qui a ouvert ses portes en plein Damas. L'enjeu, il est double, vous le verrez, relancer la production locale et freiner l'envolée des prix face à un pouvoir d'achat, on le sait, qui s'est considérablement dégradé après 4 années de conflit. On y regarde de près tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Un point rapide d'abord sur l'essentiel de l'actu économique à l'international avec l'ouverture ce lundi à Kuala Lumpur en Malaisie du 26e sommet de l'ASEAN, l'association des nations d'Asie du Sud-Est, sommet placé sous haute sécurité. Et parmi les thèmes abordés, l'édification de la communauté économique de l'ASEAN qui doit instaurer un marché commun entre les 10 pays membres dès cette année et amplifier la forte croissance de la région, plus de 5,5%. Outre l'intégration régionale, les discussions portent sur les activités de la Chine dans un archipel situé en mer de Chine méridionale, une zone riche en ressources énergétiques et en poissons et dont la souveraineté revendiquée par Pékin est contestée par les pays de l'ASEAN. Les récents développements ont créé des inquiétudes au sujet de la mer de Chine méridionale, étant donné l'importance de ces voies maritimes pour le commerce international. Il est normal que tout événement là-bas attire l'attention de tous. L'ASEAN doit y répondre dans une approche proactive et d'une manière positive et constructive. Et sachez que dimanche, l'ASEAN et l'Union européenne se sont mis d'accord pour relancer les pourparlers en vue d'un libre-échange entre les deux régions. Toujours à propos de l'Asie, on s'intéresse à la grande tournée de Shinzo Abe aux États-Unis. Il sera le premier dirigeant japonais à s'exprimer devant le Congrès américain. Ce sera mercredi. Alors, enjeu notamment de cette visite, entériner les progrès réalisés la semaine dernière. On en parlait dans les discussions autour du projet de partenariat transpacifique. Tokyo et Washington sont proches d'un accord qui ouvrirait la voie à une zone de libre-échange pesant un tiers du commerce mondial. Une volonté commune en tout cas de faire contrepoids à l'influence grandissante de la Chine dans la région. 97,7%. Aucun doute, Nursultan Nazarbayev règne en maître sur le Kazakhstan. Au pouvoir depuis 1991, le président a été réélu hier sans surprise ni contestation. Il avait convoqué une élection anticipée en raison des difficultés économiques d'un pays lié à Moscou par un libre-échange et qui subit évidemment de plein fouet la crise économique russe et la chute des cours du pétrole. Nous avons démontré au monde que la culture politique du Kazakhstan signifie unité et responsabilité. Tout le monde est allé voter. Élire un président signifie choisir un avenir. Chacun est venu exprimer ses espoirs, ses attentes. Un grand merci et une profonde révérence à tous les citoyens kazakhs. Ouais, le Kazakhstan à cheval entre Asie et Europe et dont les ressources pétrolières sont comparables à celles de l'Irak. En Espagne, l'optimisme du Premier ministre Mariano Rajoy à quelques mois seulement des élections. Il améliore une fois de plus sa prévision de croissance pour cette année, plus 2,9% pour le PIB contre une précédente estimation à 2,4% et surtout contre 1,4% l'an dernier. Le gouvernement annonce donc la plus forte croissance parmi les grandes économies de la zone euro et la création de plus d'un demi-million d'emplois à l'heure où le taux de chômage frôle toujours les 24%. Et autre prévision de croissance, celle de la Commission européenne pour la Grèce. Bruxelles annonce qu'elle va l'abaisser en raison des nouvelles difficultés pour Athènes avec ses créanciers. Ce sera donc en dessous des 2,5% attendus jusqu'ici. Le gouvernement de Tsipras table, lui, toujours pour sa part sur une croissance à 2,9% pour 2015. Et puis, le géant bancaire allemand Deutsche Bank a détaillé ce lundi sa nouvelle stratégie qui doit lui permettre d'améliorer sa rentabilité. À la clé, un nouveau tour de vis budgétaire, moins 3,5 milliards d'euros pour les dépenses d'ici 2020, ainsi qu'un recentrage des activités et notamment l'objectif du top 5 mondial des banques d'investissement. Le groupe entend tout de même conserver son modèle de banque universelle avec 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Deutsche Bank emploie 98 000 personnes à travers le monde. Deutsche Bank est pris dans une réglementation bancaire de plus en plus stricte, donc ils doivent réduire les coûts. Le grand nombre de branches, y compris à la Postbank, n'est pas rentable à long terme. L'activité de banque d'investissement reste bien sûr importante, mais ils ont dû aussi en réduire les coûts. Mais que personne ne s'inquiète pour la Deutsche Bank, ils retombent toujours sur leurs pieds.
Et retour donc sur cette catastrophe au Népal, scène de chaos après le séisme meurtrier, plus de 3700 morts, 500 blessés, qui a frappé samedi la région de l'Himalaya. 7,8 de magnitude, 2 minutes auront suffi pour mettre à plat une partie de la capitale Katmandou, dont des trésors archéologiques qui constituaient l'une des richesses du pays. Alors justement, comment cette fragile économie pourra-t-elle encaisser ce coup dur? Le point d'abord en image avec Johanna Citruc. Déjà plus de 3200 victimes recensées. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Samedi, le Népal a été frappé par un puissant séisme, le plus meurtrier dans le pays depuis 1934. Sur le terrain, les secours s'organisent grâce au soutien international. Une fois que nous aurons évalué les dommages, avant la nuit je l'espère, nous allons essayer d'obtenir 5 hélicoptères positionnés au-dessus de Katmandou et 5 autres pour la ville de Pokhara. Leur rôle sera de secourir d'un point de vue local, de transporter du matériel et distribuer de la nourriture. Une aide humanitaire, alimentaire, matérielle mais aussi financière. Les États-Unis ont été les premiers à annoncer le déblocage d'une enveloppe d'1 million de dollars pour venir en aide aux victimes. De son côté, la Norvège a promis un peu plus de 3,5 millions de dollars. Un soutien nécessaire, même si le travail des secouristes reste immense. Ce que nous entendons dans les médias, les différents rapports des Nations Unies, c'est qu'il y a un nombre très élevé de blessés, de victimes et de personnes encore prises au piège sous les décombres. Nous allons avoir beaucoup de travail afin d'aider tous ceux qui en ont besoin. Actuellement, plusieurs organisations telles que le FMI ou la Banque mondiale tentent d'évaluer l'impact de ce tremblement de terre. De nombreuses infrastructures ont été endommagées ou complètement détruites. Un coup dur pour ce pays de 30 millions d'habitants, dont un quart vit sous le seuil de pauvreté. Le tourisme, secteur clé de l'économie népalaise, pourrait mettre du temps à se relever. Selon Reuters, au moment du drame, plus de 300 000 voyageurs étrangers se trouvaient dans le pays. Et parmi eux, de très nombreux Israéliens. Avec nous sur ce plateau, Tal Rechev, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en affaires Israël-Asie. Alors d'abord, on va parler de cette économie népalaise, un pays qu'on connaît finalement très mal, sauf pour ses atouts côté tourisme et aussi au niveau de l'agriculture. Est-ce que ce drame, c'est un coup fatal finalement pour cette économie? Fatal, c'est un peu dur, mais c'est très clair que ça sera un grand problème. Et il y a des grands problèmes dans l'infrastructure, et il y a des plans de progrès, de développement qui seront mis de côté pour les prochains mois ou peut-être années. Ouais. Et ça, il y a besoin de budget pour réparer tout ça. Et je crains que le gouvernement népalais n'a pas les ressources pour ça. Il sera dépendant entièrement de l'aide extérieure. Ouais, donc du retard pour certains projets. 3/4 de la population active qui vit encore de l'agriculture. 3,6% de croissance quand même en 2013. Comment on explique ces difficultés économiques de ce pays qui n'arrive pas finalement à décoller? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructure digne de ce nom, et aussi le fait que le relief empêche aussi les communications? C'est tout. C'est le relief, il est très problématique, bien sûr, mais quand même, ce relief problématique, il donne aussi des ressources de grande valeur, que le bois et la force hydroélectrique. Ouais. Le grand problème, c'est le management du pays. Le pays était occupé pendant les derniers 12 ans ou plus que ça, et avec des guerres civiles, avec des problèmes dans la famille royale, et au lieu de mettre le zèle dans les progrès économiques et technologiques. Ouais, pas d'accès à la mer non plus. Pourquoi pas plus d'intégration régionale? On sait que le Népal est vraiment entre l'Inde au sud et la Chine, frontière commune avec ces deux pays. Est-ce qu'il y a eu d'abord un choix peut-être par rapport à l'un de ces deux pays, un choix stratégique? Le Népal a mis les choses nécessaires pour aller dans cette direction-là. Et ils ont un accord de partenariat économique, de libre et commerce avec l'Inde et avec certaines provinces en Chine. Plutôt l'Inde que la Chine. Plutôt l'Inde, oui, parce que la grande partie du commerce, c'est avec l'Inde. Et l'Inde est beaucoup plus proche mentalement, religieusement, etc. Mais
malgré ça, et ça n'a pas fait le change, je crois que le problème, c'est que le Népal a besoin d'investissement. Et les investisseurs, ils ont une mauvaise expérience avec le Népal à cause de tous ces problèmes-là qui n'ont pas mis l'effort du gouvernement là où il faut le mettre. Et justement, qu'est-ce qui pourrait attirer ces investisseurs? Vous parliez tout à l'heure du potentiel hydroélectrique du pays, un potentiel qui est très mal exploité aujourd'hui. Je crois que c'est seulement les investissements gouvernementaux ou et d'autres organisations qui ne sont pas privées et qui pourront réparer peut-être l'infrastructure et mettre le pays en lance et peut-être mettre une bonne ambiance, une bonne atmosphère pour les investisseurs. Mais ça va prendre du temps parce que c'est à cause de l'expérience qu'il y a. Un mot aussi rapidement sur Israël. Ce drame a mis aussi en lumière les relations qui existent entre ces deux pays. Ça se passe aussi surtout au niveau du tourisme ou bien aussi du high-tech, d'autres choses peut-être? Le high-tech, pas vraiment. Il y a une seule compagnie israélienne qui a des bureaux là en Katmandou. Mais quand même, l'Israël et le Népal ont de bonnes relations depuis 1960, le plus long dans l'histoire entre Israël et l'Asie de l'Est. Avec aussi une aide humanitaire. Merci beaucoup Tal Richev d'avoir accepté notre invitation. Allez, direction la Syrie, une foire marchande pour relancer la production industrielle locale. Cela se passe à Damas, car 4 ans après que le pays ait basculé dans la terreur, la monnaie est au plus bas, les importations sont hors de prix. La Chambre d'industrie locale espère que le Made in Syria parviendra à séduire la population grâce à des tarifs adaptés à leur pouvoir d'achat. Encore faut-il que les industries locales répondent présents. Johanna Citruc. Des confiseries, des épices, des ustensiles de cuisine ou encore des vêtements. À première vue, cette foire en plein cœur de Damas n'a rien d'inhabituel. Pourtant, elle a été organisée pour une raison bien précise. Pousser les habitants à consommer local, à acheter les produits Made in Syria. La production a été interrompue il y a plus de 2 ans car l'usine est située dans une zone tenue par les rebelles. Nous participons à cette foire pour rappeler aux consommateurs que nous sommes toujours là. Toujours là, malgré une guerre civile qui dure depuis 4 ans, des sanctions économiques et un manque cruel de devises. La meilleure publicité par des temps pareils est d'offrir des rabais qui reflètent la diminution importante du revenu des gens. Nous profitons de cet événement pour proposer des rabais allant jusqu'à 35%. Une aubaine pour les clients, car les produits importés sont devenus beaucoup trop chers. Depuis 2011, la livre syrienne a perdu plus des 3/4 de sa valeur. Aujourd'hui, il en faut environ 300 pour obtenir un seul dollar. Les prix du marché sont hors de contrôle. Les vendeurs vendent leurs produits au prix qui leur conviennent. Ces foires proposent de meilleurs prix et c'est pour ça que nous sommes venus. Selon les organisateurs, cette foire s'est révélée être un véritable succès. À tel point que l'événement sera renouvelé chaque mois et probablement étendu à d'autres provinces. De leur côté, les autorités tentent de venir en aide au marché intérieur. Leur stratégie, limiter les importations et relancer les ventes de produits syriens à l'étranger. Car en 2014, les exportations n'ont atteint qu'1,8 milliard de dollars, contre plus de 11 milliards 4 ans plus tôt. Alors, une balance commerciale qui s'est considérablement détériorée depuis 2011. C'est l'heure du Media Watch. La revue de presse éco et à la une, Ryanair, l'un des leaders du transport aérien low cost. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors 10 à 15% de réduction des tarifs annoncés par Ryanair. Oui, effectivement, c'est le PDG de la compagnie low cost qui l'a annoncé en personne dans une interview au JDD, au Journal du Dimanche. Et d'ici 2016, le prix moyen d'un billet devrait passer de 46 à seulement 40 €. Une baisse que Michael O'Leary explique grâce à plusieurs facteurs. Premièrement, la chute des prix du pétrole. Deuxièmement, des moteurs qui consomment beaucoup moins de carburant qu'avant. Et troisièmement, des avions qui contiennent toujours plus de sièges pour vendre toujours plus de billets aux passagers. Alors justement, autre point intéressant à retenir dans cet article, c'est Michael O'Leary, le patron de Ryanair, qui s'en prend à la France. Oui, il explique qu'il n'a rien contre la France elle-même, mais qu'en revanche, il méprise sa classe politique qui, selon lui, détruit l'économie française à cause de son protectionnisme. Alors je vous rappelle tout de même que fin 2014, le groupe irlandais a été reconnu coupable de travail dissimulé sur l'aéroport de Marseille. Il a été condamné à verser une amende de 200 000 € et à un petit peu plus de
8 millions d'euros de dommages et intérêts. Donc ça explique probablement en partie ses propos. Le déboire de l'avenir irlandais. Direction, Johanna, les États-Unis avec une candidature spontanée qui fait le tour du web en ce moment. Oui, c'est celle de Nina Muffley, une jeune femme qui habite à San Francisco. Elle rêvait de travailler pour la compagnie Airbnb qui propose des locations de logements. Mais après avoir envoyé des dizaines et des dizaines de CV, aucune réponse. Elle décide donc de faire preuve d'originalité, de se démarquer des autres candidats et elle reprend les codes graphiques d'Airbnb pour créer son propre site internet. Un site sur lequel elle fait une véritable analyse du marché où selon elle, Airbnb n'est pas assez présent, n'est pas assez développé. C'est le marché du Moyen-Orient et ça fonctionne puisqu'elle a décroché un entretien avec le directeur marketing d'Airbnb. On ne sait pas si elle va être embauchée, mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Elle a l'opportunité d'essayer. Ouais, qui ne tente rien n'a rien. Vous nous en parliez la semaine dernière, Johanna, ce patron qui avait décidé d'instaurer un salaire minimum de $70 000. Alors, une stratégie qui est plutôt payante jusqu'à présent. Oui, après avoir lu plusieurs études sur le lien entre le bonheur et la rémunération, Dan Price avait augmenté tous ses employés à $70 000 par an. Une décision que le jeune patron ne doit pas regretter, puisque, comme l'explique CNN, eh bien, ça lui a fait un beau coup de publicité. Sa société Gravity Payments a gagné une bonne douzaine de nouveaux clients en seulement une semaine. C'est donc sa plus forte, sa meilleure performance depuis sa création il y a 11 ans. Bien joué à lui et merci Johanna. À demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Gros plan notamment sur les investissements du milliardaire russe Roman Abramovich en Israël. Restez avec nous, l'information continue.